La liste des animés qui ont marqué la France dans les années 80-90, elle est large. Des noms comme Albator, Dragon Ball, Candy ou bien les Chevaliers du Zodiaque sont encore aujourd'hui capables de faire palpiter le cœur nostalgique des quarantenaires. Mais une autre série de cette période a considérablement marqué les esprits. Une série mettant en scène un jeune garçon qui, dans les grandes villes et les petits villages, voit défiler devant lui des jolis paysages. Il est sans famille et... quel est son prénom déjà ? Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Ah mais oui voilà, Rémi sans famille, je suis bête. Racontant les aventures de Rémi, jeune orphelin recueilli par un saltimbanque nommé Vitalis, il essaye de retrouver sa mère dans la France de la fin du 19e siècle, dans une série qui a marqué les esprits tout autour du monde, aussi bien pour la beauté de ses décors que pour le ton extrêmement tragique de l'intrigue qui va voir le jeune Rémi affronter bien des soucis. Mais saviez-vous que ce n'est pas le seul animé mettant en scène Rémi, car il existe une seconde série nommée Ie Nakiko Rémi, sortie en 1996 et qui a très vite une particularité de taille puisque Rémi y est désormais une fille. Comment est née cette seconde série ? Pourquoi ces changements ? Qu'est-ce que la série raconte ? Que vaut-elle ? Je suis Amo et je vous propose donc de répondre à ces questions et d'explorer ensemble cette mystérieuse seconde série Rémi sans famille. Mais avant ça, parlons bouquin. Alors, à la base, Sans famille est donc un livre qu'on doit à Hector Malot, publié en 1880, racontant la destinée de Rémi, jeune garçon vivant dans le village de Chavanon, en compagnie de sa mère et de sa vache. En bon paysan, il vit de manière simple, mais dans la joie, une joie qui va vite être brisée quand va revenir dans sa vie le père de la famille, devenu sans emploi et apprenant rapidement une terrible vérité au jeune garçon. Il est adopté et désormais bien trop coûteux à gérer pour une famille qui n'a plus le moindre revenu. Il va donc être vendu à Vitalis, un artiste itinérant qui voit pas mal de potentiel en Rémi et en fait rapidement le membre de sa troupe, un statut qu'il va partager avec les animaux savants, les chiens Capi, Dolce et Zerbino, ainsi évidemment que la star, le singe Joli Cœur. Après ça va se succéder une tonne de péripéties. À Toulouse, Vitalis va finir injustement en tôle, Rémi va alors être recueilli par la famille Milligan, des aristocrates anglais qui vont le recueillir avec joie. En prison, Vitalis chope la tuberculose, mais une fois sorti, va récupérer Rémi et relancer la troupe. Hélas, de nombreux malheurs vont survenir, entre autres une attaque de loup qui va décimer les animaux, suivie d'une maladie fatale pour Joli Cœur, peu de temps avant que Vitalis lui-même succombe à la sienne. Du coup, Rémi est tout seul et il va longuement continuer ses aventures et faire de nouvelles rencontres, que ce soit avec Mathia, le vagabond violoniste, ou la jeune Lise, une muette dont il va tomber amoureux. Sans oublier évidemment les ignobles Driscoll qui vont essayer de le kidnapper. Tout cela avant une conclusion joyeuse, puisque les Milligan vont se révéler être ses vrais parents et finalement le retrouver. Rémi termine donc le récit à pouvoir rejoindre une famille aristocratique, le mettant bien à l'abri et le récompensant de tous les malheurs survenus jusqu'ici. Vous l'aurez compris, vous avez ici une histoire assez riche qui va voir Rémi explorer toute la France, aller de péripétie en péripétie, et finalement, peu importe les obstacles et les malheurs, il va toujours continuer d'avancer avec courage et abnégation. Très rapidement un succès, le roman va être adapté à de nombreuses reprises à l'écran. Dès 1913, premier film d'une longue série, puisqu'au final c'est une dizaine d'adaptations qui essayeront de raconter l'histoire du jeune saltimbanque, dont par exemple une version soviétique en 1984. Donc là vous vous dites, ah, c'est bizarre, les communistes qui adaptent un roman où à la fin c'est un enfant qui devient heureux parce qu'il quitte le prolétariat pour devenir membre de l'aristocratie, bon dit comme ça, c'est pas très soviète. Mais rassurez-vous, ils y ont pensé puisque à la fin Rémi retrouve les Milligan, reste un petit peu avec eux avant d'être lâché par son pote Mathia qui lui méprise la décadence de ce monde fortuné et part avec Capi pour pratiquer sa vraie vocation qui est l'art de rue. Rémi n'est donc plus sans famille, mais il est désormais sans amis. Sachant que dans tous les cas, difficile de parler de Sans famille sans parler de Rémi sans famille, l'animé de 1977, multidiffusé à la télévision française. Adaptation très complète de 51 épisodes qu'on doit au studio Madhouse, et je vais vous le dire très nettement, c'est de loin la meilleure adaptation de Sans famille qui sublime le roman d'origine.
Produite pour fêter les 25 ans de la chaîne Nippon TV, l'anime a bénéficié d'un budget faramineux qui se ressent vraiment à l'écran, avec des décors excellents et même une petite particularité puisque l'anime était diffusé en 3D, ce qui peut expliquer le sentiment de plan parallèle qu'on peut voir de ci de là. Le premier plan était censé être visible en 3D avec des lunettes spéciales. Mais en plus du budget, on a les talents et là vraiment le staff, on peut dire que c'est l'équipe All Stars de l'époque menée par Osamu Dezaki qui est très clairement le meilleur réalisateur des années 70. C'est quelqu'un qui a dirigé des mythes comme Ashita no Joe, S1 Erae, L'île au trésor ou bien encore La Rose de Versailles. Des séries qui partagent toutes ce point commun qui est celui d'avoir une direction artistique à chaque fois assez incroyable, bien portée par la signature du réalisateur, les fameux Harmony Cells, ces dessins somptueux qui ont sublimé plus d'une fin d'épisode. Sachant qu'en plus des qualités visuelles, l'anime développe considérablement l'intrigue, ajoutant pas mal de choses qui viennent enrichir le récit original. C'est parfois via des petits détails, par exemple, on peut voir le père de Rémi qui semble montrer du remords par rapport à la vente, ce qui humanise ce personnage un chouïa plus que dans bien d'autres adaptations. Autre exemple, quand la police vient harceler Vitalis à Toulouse, celui-ci finit par démonter le flic à coups de poing, ce qui est assez inédit. On va pas se mentir, la scène est assez jubilatoire à voir parce que t'es mal à la taille des connards, mais en contrepartie, ça va rendre sa peine de prison plus sérieuse, plus crédible. Sans oublier les épisodes au contenu 100% inédit qui viennent vraiment contribuer au propos de l'œuvre, comme par exemple celui où Rémi devient ami avec une jeune fille nommée Grace, avant de découvrir que celle-ci étant aristocrate, sa famille refuse qu'il la revoie à nouveau, témoignant des drames liés à la séparation absurde entre classes sociales. Et puis, certaines scènes deviennent encore plus fortes, encore plus iconiques. Dans le roman, Joli Cœur meurt de sa maladie au fond d'un lit, de manière assez froide, dans tous les sens du terme. L'anime, lui, va lui offrir une dernière heure de gloire assez impressionnante, puisque tel Molière, il va se lever, va braver la maladie, offrir un dernier spectacle et mourir héroïquement devant son public en faisant ce qu'il a toujours aimé faire. Je chiale, putain! Après oui, je vous dis tout ça, mais Rémi sans famille, je suis un petit peu biaisé parce que c'est mon premier animé, et ça a été réellement la première série que j'ai suivie jour par jour, avec une vraie attente de l'épisode du lendemain. Par exemple, l'épisode où Rémi finit bloqué dans une mine, c'était un petit peu la première fois que j'ai expérimenté l'art du cliffhanger. Je voulais vraiment savoir la suite, tellement que j'en ai rêvé la nuit suivante. Vous pourriez vous dire, une série aussi tragique pour être repoussant, mais moi justement, j'adorais le fait de voir un gosse de mon âge vivre des aventures aussi intenses. Pour moi, les moments tristes, ça me touchait émotionnellement évidemment, mais ça me déprimait pas pour autant, parce qu'à chaque fois, je voyais Rémi rebondir, continuer à faire de son mieux, je ne m'en lassais pas, je trouvais ça plutôt chouette. Et puis du coup, pour avoir revu pas mal d'épisodes pour préparer cette vidéo, je confirme que ça reste aujourd'hui un super animé, ne serait-ce que pour ce qu'il propose visuellement. Il y a tout un délire autour des rêves et des cauchemars qui sont très présents au sein du récit et qui sont à chaque fois présentés d'une manière qui visuellement a pas mal d'impact. Sans compter les petits moments où tu sens que ça flexe un petit peu chez les animateurs, genre par exemple l'épisode 16, il y a une séquence qui est pas forcément très utile dans l'intrigue, où c'est juste 2 minutes d'animation d'écluse, mais ils l'ont fait juste parce qu'ils pouvaient le faire. Et ça, en l'état, c'est un petit peu stylé. Donc ouais, c'est logique que la série ait pas mal marqué les esprits puisqu'elle est très bien faite. Mais c'est pas elle le sujet d'aujourd'hui. Donc je vous propose d'enfin évoquer le second animé Rémi sans famille. Yae Nakiko Rémi démarre donc sa diffusion le 1er septembre 1996 et fait partie de la prestigieuse série des World Masterpiece Theater et... j'ai oublié de vous parler des World Masterpiece Theater. Les World Masterpiece Theater sont donc une série d'animés diffusée entre 1969 et 1997 qui se succédaient à rythme annuel sur l'un des plus prestigieux créneaux horaires de la chaîne Fuji TV, un créneau qui est tout simplement le dimanche soir à partir de 19h30. C'est un petit peu leur vivement dimanche à eux. L'objectif était d'y proposer une large variété d'adaptations animées de grands classiques de la littérature occidentale, ce qui a donné lieu à de nombreuses œuvres dont certaines sont bien connues chez nous. Des séries comme Heidi, Tom Sawyer,
Les 4 filles du Docteur March ou bien Princesse Sarah viennent de ce créneau qui était géré par le studio Nippon Animation. C'est mine de rien un regroupement d'animés important pour l'animation japonaise, déjà parce que beaucoup de ces séries ont été d'énormes succès. Le Chien des Flandres par exemple est perçu au Japon comme un énorme classique, encore cité en référence dans des animés d'aujourd'hui, mais aussi parce que c'est des séries qui ont fait éclore des artistes importants. Heidi ou Anne au Pignon Vert par exemple sont particulièrement mémorables parce qu'on y retrouve toute une partie du staff qui derrière ira fonder Ghibli, que ce soit Isao Takahata à la réalisation ou bien un animateur nommé Hayao Miyazaki. Je sais pas si vous le connaissez. Mais dans tout ça, Yae Nakiko Lemi a une place particulière puisque c'est donc la dernière série des World Masterpiece Theater, enfin de la première version, puisqu'il va y avoir 10 ans plus tard un revival qui va durer le temps de 3 séries, d'une adaptation pas inintéressante des Misérables. Mais il n'empêche que dans l'esprit collectif japonais, la série est tout de même vue comme la fossoyeuse des World Masterpiece Theater et est souvent citée comme l'une des moins aimées par le public japonais. Il faut dire qu'elle partait pas forcément gagnante. Juste avant elle avait été diffusée une adaptation de Lassie, Chien fidèle, qui a été un bide monstrueux, annulé au bout d'à peine 26 épisodes, donc il fallait rapidement proposer une série de remplacement, et c'est de là que vient Sans Famille. Sachant qu'avant ça, il faut quand même noter que Hector Malo avait déjà été adapté dans le cadre des World Masterpiece Theater avec la série Perrine Monogatari, sortie en 1978, qui adapte le dernier roman de l'auteur, en l'occurrence En Famille, centré là aussi sur une jeune fille qui, rejetée de son village natal, doit survivre en voyageant à travers la France. On est sur des thématiques et des sujets qui sont assez proches de Rémi, et si le dessin animé n'est étrangement jamais arrivé chez nous, il faut quand même avouer que les histoires de Perrine ont eu un énorme succès au Japon, où la série est encore citée aujourd'hui comme une des favorites du public au sein de toutes les séries de la franchise. Vu donc le succès de Perrine au Japon, l'idée de sauver le créneau en réadaptant du Malo peut paraître logique, surtout avec un roman aussi populaire que Sans Famille. Mais évidemment, le risque, c'est que tu dois t'opposer au monument qu'était la série de 1977, qui presque 20 ans après reste quand même dans toutes les mémoires. Donc décision est prise d'apporter quelques changements. La série reprend donc une base qu'on connaît maintenant bien. La jeune Rémi vit joyeusement dans le village de Chavanon avec sa mère et sa sœur. Sa vie est belle, tout va bien, jusqu'au retour de son père, qui est carrément devenu l'Undertaker. À part ça, le début est globalement proche de ce qu'on connaît. Sa famille a plus de thunes, son père essaie de la revendre en loose day, Vitalis la récupère, mais cette fois-ci en truandant un marchand d'esclaves, et c'est ainsi qu'elle devient membre de la troupe Vitalis, et qu'elle va donc parcourir la France. Et encore une fois, en bonne compagnie, puisqu'on retrouve évidemment Capi, Zerbino et Dolce, en plus du vaillant Joli Cœur. Par rapport à la version de 1977, on a donc deux grands changements. Déjà, le plus évident, c'est le changement de genre pour Rémi, et le second, c'est le nombre d'épisodes. La série devant remplacer au pied levé une série qui était déjà programmée, elle ne va pas avoir énormément de place. Seulement 26 épisodes sont prévus, et autant vous dire que raconter en ce laps de temps une intrigue que la série précédente avait mis 51 épisodes à dérouler, c'est assez risqué. C'est pour ça que Yae Nakiko Lemi ne va pas tant adapter le roman que ça, préférant surtout réutiliser des éléments de ci, de là, et commencer à raconter, à partir d'un certain point, sa propre histoire. Et ce qu'il adapte n'est d'ailleurs pas toujours fidèle. Par exemple, le passage à Toulouse va être raconté assez différemment. Comme dans le roman et le dessin animé de 77, c'est ici que les flics vont cibler Vitalis et vont l'enfermer injustement. Mais là où initialement ils harcelaient Vitalis pour le faire craquer, là il devient le suspect de toute une histoire d'incendie volontaire. Une accusation un peu stupide, vu qu'il passe son temps à aider à les éteindre, et même parfois brave les flammes pour essayer de sauver les gens qui sont bloqués chez eux. Donc du coup, je sais pas, peut-être que les scénaristes avaient des préjugés chelous sur les Toulousains, qui considèrent que les Toulousains sont stupides, bon, bizarre quoi. Puis globalement, la série met quand même un peu de temps avant de devenir le Rémi sans famille qu'on connaît à base d'enfants qui souffrent. Le début est même assez sympa, souvent une petite histoire par épisode, où Rémi va souvent aider à soulager le quotidien d'autres enfants. Par exemple, une petite aveugle fan de poterie, avec qui elle va devenir
devenir vite amis. Et c'est à partir du 10e épisode que tout commence à escalader. En 2 épisodes, Rémi empêche un enfant de faire une tentative explicite de suicide. Vitalis commence à tousser bizarre. Il veut ensuite se barrer et, contrairement au roman, laisser Rémi chez les Milligan. Sauf que dans un move assez mal expliqué par la série, Rémi veut à tout prix rester avec Vitalis, donc elle le poursuit et elle le rattrape, abandonnant d'elle-même la vie idyllique qui lui était promise. Sachant que du coup, pour ce choix, elle est récompensée de ouf dès l'épisode suivant, puisque l'hiver arrive, Vitalis continue vraiment de tousser un petit peu trop, Joli Cœur tombe malade, il faut rejoindre d'urgence une autre ville pour le soigner, ça implique de traverser une forêt de nuit, sous une tempête de neige, avec des loups dedans, Dolce et Zerbino se font littéralement bouffer, Rémi est obligé d'enterrer leurs cadavres frigorifiés, Vitalis tousse vraiment, vraiment beaucoup, et Joli Cœur, il est toujours malade. La chérie. Et ça, c'était juste le contenu de l'épisode 12. Donc là, vous vous dites, allez, ils vont speedrunner un petit peu tout le malheur de Rémi. À partir de là, on connaît l'histoire, on sait comment ça va se passer. Joli Cœur va mourir, Vitalis aussi, ça va être la solitude, la détresse, peut-être l'alcool. Donc ouais, début de l'épisode suivant, Joli Cœur est géré par un médecin et survit à la maladie. Quoi ? Ouais, il survit à la maladie qu'il a butée dans le roman, dans le dessin animé, dans une dizaine de films. Il y survit, voilà. À la moitié de la série, Joli Cœur le singe est toujours parmi nous. Ah cool, du coup, pour Vitalis, ça veut dire qu'il a survécu. Non, Vitalis, il a toussé trop fort, il est mort. Oh. Bon, à partir de là, Rémi monte sur Paris et va donc chercher refuge chez Garofoli. Alors, Garofoli, c'est un passage assez court, que ce soit dans le livre ou dans l'animé. En gros, à chaque fois, Rémi arrive chez lui en compagnie de Vitalis. Vitalis le laisse là, le temps de régler 2-3 trucs de son côté. Entre-temps, on découvre que Garofoli, c'est un psychopathe qui recueille les orphelins italiens réfugiés à Paris pour les forcer à mendier et à voler. Il récupère leur argent du jour et il les bat s'ils n'ont pas obtenu la somme minimale requise. À chaque fois, Rémi s'en sort parce que Vitalis revient par surprise, tombe sur le mec en train de battre des gosses, Vitalis pète un câble et reprend Rémi, laissant les pauvres orphelins derrière eux. Enfin, presque tous, puisque le passage est aussi l'occasion de nous introduire au personnage de Mattia, qui va plus tard devenir le BFF de Rémi dans la suite de ses aventures. Et dans Yenakiko Rémi, c'est pareil, le mec est toujours une ordure, la seule différence étant qu'il s'appelle maintenant Gaspard, et il recueille des orphelins bien français. Donc tout cela étant dit, vous posez peut-être une grande question. Du coup, vu que Vitalis est déjà mort dans cette version du récit, qui vient reprendre Rémi, comment est-ce qu'elle se sort de cet enfer ? Elle s'en sort pas. À partir de là, tous les épisodes suivants vont se dérouler à Paris et vont se concentrer sur la vie de Rémi au sein de la bande d'orphelins maltraités par Gaspard. Comme les autres, elle va devoir apprendre à gagner de l'argent, subir les brimades si elle ramène pas la thune, elle va voir même ses amis manquer de mourir de maladie, parce qu'évidemment, le gars, il veut pas payer pour les soigner, même quand ils sont gravement malades. Elle va malgré tout pas mal s'attacher aux autres orphelins, elle va me trouver une nouvelle amie, nommée subtilement Cosette, qui elle aussi vit la vie de saltimbanque avec sa famille. En somme, oubliez complètement le roman et la série précédente, tout ce qui arrive dans la seconde partie est inédit et fait disparaître tout le reste. La famille Aquin, c'est mort, les délires en Angleterre avec la famille Driscoll, plus du tout, le personnage de Lise, y a pas. Allez, au pire, il y a quelques références. Par exemple, un épisode va voir Rémi se perdre dans une mine afin de retrouver une jeune orpheline, avant d'elle-même y finir coincée, faisant là aussi écho à l'arc minier du récit original. De son côté, Mattia va quand même conserver son destin de violoniste, mais l'arc narratif va pas mal changer autour du personnage, vu que le changement de genre de Rémi fait que sa relation avec elle ne va pas s'arrêter à la simple amitié. Quelques indices de ci de là, laissant envisager une romance entre les deux. Bon, après la fin, c'est plus ou moins la même. Rémi parvient à retrouver les Milligan, elle apprend que c'est sa vraie famille et elle va la rejoindre. La fin est même encore plus joyeuse que dans le récit d'origine, puisque cette fois-ci ce n'est pas que Mattia qui est adopté par les Milligan, mais bien toute la bande d'orphelins qui était maltraitée par Gaspard, qui lui-même finit en tôle, non pas pour avoir battu les enfants, mais pour avoir tenté de faire du chantage aux Milligan et avoir kidnappé du coup leur fille. Rappelant du coup qu'en France, la justice ne travaille que quand tu t'attaques à la bourgeoisie. Oh, et puis je sais pas, sans rapport, je sais pas si vous avez remarqué, Joli Cœur survit à la série. Bravo mon gars! Bon, à titre personnel, j'ai bien aimé regarder Yenakiko Rémi, car si on est bien conscient qu'on est sur une série qui s'inspire du roman plus qu'il ne l'adapte, les changements
renouvelle bien le récit, certains étant même assez judicieux. Par exemple, j'aime bien la nouvelle version de Vitalis, globalement plus sympathique, mieux adaptée à un public moderne. Après, je veux pas balancer, hein, mais par exemple, le Vitalis de la série originale, bon, il aimait bien foutre des fessées à Rémi, et ça, c'est pas ouf quoi. Bon après, la série en l'état, elle est pas dénuée de défauts, elle en a même deux qui sont assez handicapants. Toute la partie chez Gaspard prend la moitié de la série et je vais être honnête, c'est vraiment pas très passionnant. Là où jusqu'ici, Yen Akiko Remi était, comme le roman, une série de voyages où chaque épisode amenait de nouveaux lieux et de nouveaux enjeux, l'arrivée à Paris fait stagner le tout. Et malgré tout le nouveau casting, on tourne quand même assez rapidement en rond. Ce qui est d'autant plus dommage que... c'est terrible à dire, mais Yen Akiko Remi souffre visuellement de la comparaison avec Rémi sans famille. Et autant je peux leur pardonner de ne pas parvenir à aussi bien raconter l'intrigue, vu que la série 77 a l'avantage assez clair d'avoir 2 fois plus d'épisodes, autant le vrai problème c'est que visuellement, y a pas photo. Rémi sans famille a beau être sorti 20 ans avant, il est beaucoup plus beau que Yen Akiko Remi, qui a certes de jolis décors, de jolies couleurs, le chara-design un petit peu Ghibli est sympathique, mais ça manque cruellement de profondeur. La faute à une direction artistique assez simpliste et loin d'être aussi ambitieuse que son prédécesseur. Après justement, l'esthétique ghibliesque la rend peut-être un poil plus accessible, mais ça reste dommage que ces 20 ans d'écart soient en faveur de la série la plus âgée des deux. Sachant que dans tout ça, j'ai pas parlé de Rémi en tant que protagoniste et... je suis mitigé. Bon, le positif, c'est un personnage que je trouve quand même très sympa à suivre. Elle est beaucoup plus positive, justement, que le Rémi 77. J'oserais même dire qu'elle est plus attachante. Elle garde vraiment le sourire et la bonne humeur en permanence. Et mine de rien, c'est une énergie qui est assez communicative, mais qui peut aussi parfois paraître dissonant. Particulièrement dans la seconde moitié, où il y a un terrible souci d'écriture, vu que Rémi, en tant que personnage, n'a plus du tout de développement. Une fois Vitalis partie de l'intrigue, elle n'apprend plus grand-chose. Elle devient une figure un petit peu simpliste, qui essaye de garder le sourire et la positivité à tout moment, ce qui ne marche pas toujours. Il y a un épisode par exemple, elle convainc Mathia d'arrêter de voler pour gagner de l'argent, avec un argument massu: voler, c'est mal. Et tant pis si le contexte c'est que Mathia risque de mourir sous les coups s'il ramène pas assez d'argent à Gaspard. D'ailleurs, il se fait ultra tabasser juste derrière, mais c'est ok s'il a failli crever, il a l'ascendant moral, c'est tout ce qui compte. C'est ce genre de moment à l'écriture trop simpliste, à la morale trop détachée de la réalité, qui fait tâche et expose hélas le léger manque de profondeur du personnage de Rémi. Quant à son changement de genre, au final, ça ne modifie pas grand chose, à part peut-être pour l'histoire d'amour implicite que ça crée entre elle et Mathia. Au point où, à un moment, Rémi devient une demoiselle en détresse que Mathia va devoir libérer. Ce qui est, on va se l'avouer, pas le plus progressiste des tournants scénaristiques. J'aurais vraiment aimé voir ce changement de genre être plus souvent exploité, peut-être pour raconter des choses spécifiques à ce que ça aurait été d'être une jeune orpheline féminine à cette période, mais j'imagine qu'ils n'ont pas voulu trop marcher sur le terrain de Perrine Monogatari, qui avait déjà pour concept celui d'être sans famille, mais avec une héroïne. Ils avaient du coup clairement le cul entre deux chaises, ça donne une opportunité manquée, ce qui est un petit peu dommage. Alors, est-ce que je vous recommande le visionnage de Yen Akiko Remi ? Si vous aimez bien Rémi sans famille, je vous conseille l'expérience, elle est pas inintéressante. Rémi reste assez attachante et la première moitié est vraiment bien, mais il faut quand même y aller avec la connaissance que ce n'est pas aussi réussi que la série de 1977. Sachant que si vous n'avez jamais vu Rémi sans famille, matez plutôt Rémi sans famille. Dans tous les cas, quel que soit votre profil, la série reste quand même hyper inaccessible. Il faut vraiment batailler pour la regarder. À ma connaissance, il n'y a aucune version française, même en fansub. La seule version que j'ai trouvée pour regarder la série, c'est un fansub anglais avec 2 seeders qui se battent en duel. Au pire, si vous lisez l'italien, il y a les DVD de Rémi la Bambina Senza Famiglia, ça peut faire le taf. Cela étant dit, je pense sincèrement que c'est une série qui ne serait pas inintéressant de voir arriver chez nous de manière officielle. Déjà, elle adapte une œuvre de notre patrimoine et elle aurait tout à fait sa place chez nous. Hélas, elle a eu le malheur de sortir à la fin des années 90, une période où les chaînes françaises ne se battaient plus trop
pour récupérer des animés. Du coup, contrairement à beaucoup d'autres séries des World Masterpiece Theater, ça ne nous est pas parvenu au moment où ça aurait dû l'être. Je pense que c'est une série qui, malgré ses défauts, ne mérite pas pour autant de sombrer dans l'oubli et aurait une vraie place dans un catalogue d'animés destiné entre autres à un jeune public. À titre personnel, j'aurais vu la série quand j'étais gamin, aucun doute que j'aurais kiffé. Ça aurait été une chouette série d'aventure avec une héroïne qui aurait su me marquer. Mais bon, c'est la vie. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire sur le second animé Sans Famille. C'est là-dessus qu'on va pouvoir commencer à conclure cette vidéo. Mais avant ça, mes amis, j'ai quelque chose à vous dire. En effet, je dois vous dire que je vous ai menti plusieurs fois durant cette vidéo. Yae Nakiko Remi n'est pas le second animé adapté de Sans Famille. C'est le troisième. Sorti en 1970 au Japon, Chibiko Remi Tomeiken Kapi est un film qu'on doit au studio Toei Animation qui s'est demandé sincèrement comment améliorer le roman et qui est parvenu à une réponse toute simple, en faisant parler les animaux. Le monde est petit, non? On ne peut pas sortir, il y a cette grosse brute dehors. Le film est sorti en VF sous le nom Sans Famille, via une version DVD qui squatte aujourd'hui pas mal les bacs de DVD d'occasion à 50 centimes, et globalement c'est pas super. On est dans cette période où la Toei essaie de refaire du Disney, ça a donné quelques films sans âme et sans intérêt, les animaux parlants, ok, pourquoi pas, mais ça donne des successions de séquences humoristiques assez bêtes qui s'articulent mal avec le reste du récit. Bon, après il y a quand même quelques trucs intéressants. Par exemple, on trouve déjà dans ce film la séquence où Joli Cœur brave la maladie pour mourir sur scène, montrant que ce film a pu inspirer de quelque façon la série de 77. Et puis à l'inverse, parfois le film est si caricatural qu'il en devient drôle. Le fait que le méchant avocat des Driscoll ait cette tronche-là est déjà assez ridicule, mais ajouter à ça son vautour de compagnie, ça le place directement dans le top 5 des méchants d'animés les plus débilement clichés. Après, la série a été écrite par un scénariste, Masaharu Segawa, qui est spécialisé dans les comédies, d'où le ton mi-tragique, mi-comique, qui tourne en permanence dans le film. Je trouve que vraiment que ça marche pas très bien, surtout avec des persos aussi moches et inexpressifs, mais reste que ça donne au film un ton un petit peu unique, même si du coup, c'est vraiment chelou l'idée de mettre un bruit de fanfare quand Joli Cœur meurt. Mais donc voilà, pas de surprise, là on a bien fini de faire le tour de l'histoire de Remi en animé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié peut-être redécouvrir des vieux souvenirs de la série 77, découvrir la série de 1996, peut-être que ça vous donnait envie de la regarder, ou peut-être même que ça vous donnait envie de découvrir Remi sans famille en 2024. Encore une fois, la série de 77, je vous la recommande très fort. Ça n'empêche pas que c'était une vidéo très chouette à faire, c'est encore une fois beaucoup apprécié, explorer l'aspect historique de l'animation japonaise. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, que ce soit via le Patreon, vous pouvez rejoindre la liste des noms qui défile ici, avoir même un petit extrait de la vidéo en avance. Vous pouvez également soutenir pouce bleu, abonnement, vous connaissez la chanson. Je vous remercie à tous et toutes de votre soutien, j'espère que vous avez encore une fois apprécié regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous maintenant en décembre pour la prochaine. En attendant, des gros bisous!